téléspectateurs d'ATV TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Clément Dambélé, analyste du discours et en stratégie politique. Avec lui, nous allons essentiellement nous pencher sur son parcours, la gouvernance actuelle de l'éducation du pays. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue, monsieur. Je vous remercie. Bien. Plusieurs personnes vous connaissent uniquement sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous dire réellement qui est le professeur Clément Dambélé? Merci beaucoup. Je m'appelle Clément Mahamadou Dambélé. Je suis né le 12 novembre 1974 au Burkina Faso. Je suis issu d'une fratrie de 15 enfants, 12 filles, 3 garçons. Je suis le 8e enfant et le premier garçon. Je suis originaire de Koutiala, je suis Mianga, d'où d'ailleurs le nom Clément, qui est une déformation de Clément. Donc, le prénom, c'est un prénom Mianga, qui veut dire l'enfant qu'on a donné à Dieu. Parce que vous savez, dans notre tradition, quand on a beaucoup de filles et qu'on n'a pas de garçons, et que le garçon arrive, on fait le serment de donner cet enfant à Dieu. J'ai fait mes études primaires à l'école de Bankoni Plateau, dans la commune 1 de Bamako. Après, j'ai fait le lycée Bouyagui Fadiga. Et ensuite, je suis rentré à l'école normale supérieure. Puis après, je suis allé au Canada pour faire mes études. Puis après, je suis venu en France. J'ai fait une première thèse de doctorat sur l'histoire de la pensée politique et philosophique d'Aristote à Jean-Paul Sartre. Ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat sur la littéralité du discours politique en France en 2010, sur la littérature du discours politique et sa représentation épique. C'est-à-dire, mon travail, c'était de voir le discours et son effet sur le mécanisme psychique. Le choix des mots, le choix des expressions, les techniques d'expression, l'affectivité et l'expressivité discursive et son effet sur le mécanisme psychique. Donc, j'ai travaillé sur ça. Et après, je suis devenu enseignant-chercheur où j'interviens dans les universités. Merci bien. Ces derniers temps, vous avez sillonné plusieurs villages à l'intérieur du pays avec le mouvement d'ensemble. Dites-nous, quel message vous avez véhiculé au cours de ces différentes concertations? Vous savez, quand nous avons décidé de nous intéresser à la question du Mali, on ne peut pas gérer le Mali sans les Maliens. C'était la première équation que j'avais posée. De dire que comment aujourd'hui on peut voir des gens qui essayent de gérer le Mali, des gens qui essaient de parler du Mali, des gens qui pensent qu'ils sont même légitimement au pouvoir pour gérer quoi que ce soit au pays, quand bien même ils ne savent même pas le pays. Vous savez, le Mali, ce n'est pas Koulouba à l'aéroport de Séoul. Le Mali, c'est autre chose. Et j'avais posé la question de dire comment on peut s'impliquer, comment on peut dire quelque chose sur le Mali quand on ne connaît pas. On ne peut jamais traiter un mal, on ne peut jamais soigner un malade à son absence. Sinon le diagnostic relève de l'utopie. Donc la question c'était d'aller à l'intérieur du pays, c'était de sillonner le Mali, c'était de voir où se trouvent les Maliens, rencontrer les Maliens, aller voir les Maliens, échanger avec les Maliens, les écouter. Parce qu'on ne fait pas le Mali à Koulouba. Et le Mali ne se fait pas avec quelques experts. Nous avons vu plusieurs cas, depuis 4 ans, que depuis avant même Ibeka, que les différents échecs se trouvent dans la rupture, dans les déficits de communication entre le sommet et la base. C'est parce que l'homme politique malien, les dirigeants maliens, aujourd'hui, depuis 1991, depuis l'avènement de la démocratie, ils n'ont pas compris quelque chose, que le monde évolue, que le Mali évolue, qu'on ne peut plus berner les Maliens et qu'on ne peut plus gérer les Maliens aujourd'hui, qui ont 25 ans, 35 ans, 28 ans, comme on gérait le Malien à l'époque de Modibo Keïta, de Moussa Traoré. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le jeune Malien qui se trouve à Kolokani, ou se trouve à Nyonzambougou, ou qui se trouve à Bessoba ou à Yorosso, connaît autant qu'un petit Français de Paris. Il connaît autant qu'un jeune Américain de Boston. Il connaît autant qu'un jeune Australien de Sydney. On ne peut pas leur raconter des bêtises. Ils sont au courant de tout. Ça s'appelle l'Internet. Vous êtes la génération de Viber. Vous êtes la génération de WhatsApp, d'Instagram, de YouTube, de Facebook. Imaginez, il y a juste quelques années, on ne pouvait pas savoir que nous serons là en train de parler à des millions de Maliens
sur une chaîne qui s'appelle Activiste TV. C'est ça la nouvelle technologie. Et cette génération est une génération éveillée. C'est une génération qui n'a pas de frontières. Donc, si on veut parler du Mali, il faut aller écouter les Maliens et faire une base de données des problèmes. Okay. Le travail que nous avons fait, c'est ça. Oui. C'est de récolter tous les problèmes des Maliens pour finalement faire un projet de société. Partant de cela, un livre blanc qu'on va soumettre aux Maliens pour que les différents régimes qui vont venir, jusqu'en 2050, que tous ces régimes s'attellent à travailler sur ce projet de société conçu par les Maliens, conçu avec des Maliens et conçu pour les Maliens. Parce qu'on ne peut pas gérer le Mali sans les Maliens. Okay. Bien compris. Donc, après ça, la question que nous avons pour vous, c'est quels sont les objectifs de ce mouvement? L'objectif de ce mouvement, c'est de nous intéresser aux problèmes de Mali, dans un premier temps. Okay. L'objectif de ce mouvement, qui fait maintenant partie d'une plateforme qui s'appelle CPC, Convergence Patriotique pour le Changement, c'est de dire aux Maliens qu'on peut faire de la politique avec de la dignité. On peut faire la politique avec la vérité. On peut faire de la politique avec l'honneur. Vous savez, la politique, ce n'est pas de dire aux gens ce que tu ne peux pas faire. De venir promettre toujours les mêmes recettes, les mêmes vieilles recettes. Que chaque 5 ans, on vient distribuer quelques billets de banque. Le Malien ne veut plus 1000 francs CFA ou 5000 francs CFA. Le Malien ne veut plus les cubes magie. Les femmes ne veulent plus les 3 pagnes, comme on le dit en Bambara. Les Maliens veulent aujourd'hui des hommes d'État. Et les démonstrations ont déjà été faites. Pour juste quelques-uns qui n'ont pas compris encore ce qui se passe. C'est que aujourd'hui, il y a un phénomène qu'il faut analyser de très près. Quand on prend le code de la famille, ça a été contesté dans un premier temps par les femmes et après les religieux. Mais quand on arrive il y a juste 2-3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est rendu compte que l'accord d'Alger, la conférence d'entente, le communiqué conjoint, la réforme de la Constitution a été contesté par la rue, mais d'abord par les jeunes, et ensuite les autres se sont venus se mettre dessus. Appuyé par les journalistes, ça il faut le dire. Parce que quand les jeunes ont commencé à critiquer, à contester, ce sont les journalistes qui sont venus appuyer intellectuellement pour que d'autres viennent s'ajouter. Ça a donné naissance à l'un des plus grands mouvements après de l'époque démocratique du Mali qui s'appelle Ante-Abana. Ça montre aujourd'hui qu'il y a une force vive. Ça montre aujourd'hui que le pouvoir n'est pas seulement à Koulouba, que le pouvoir appartient au peuple, que le Malien commence à goûter ce que Aimé Césaire appelle le goût amer de la liberté. Parce que la liberté, elle est très fragile. Quand on l'a, on peut la perdre facilement. Et ces jeunes aujourd'hui constituent le rempart de la société malienne sur lesquels il faut compter, avec lesquels il faut faire et pour lesquels il faut le faire. À voir, M. Clément, la question que tout le monde se pose actuellement, au jour d'aujourd'hui, serez-vous candidat pour les présidentielles de 2018? Une question que beaucoup de personnes se posent. Oui, bon, oui, on pose beaucoup cette question. Est-ce que je serai candidat pour les présidentielles en 2018? Vous savez, je vais vous faire une révélation, une confidence. Oui. Être candidat, c'est une grande responsabilité. Être candidat, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple. Oui. C'est pas parce qu'on a quelques 4x4 et qu'on va aller distribuer quelques billets pour peut-être avoir un poste ministériel, ça ne m'intéresse pas du tout. Il faut que j'annonce la couleur parce que certains pensent que j'ai même entendu que je suis en train de rassembler les gens pour finalement m'allier à un candidat. Je ne le ferai pas. Je suis trop, je maîtrise trop pour faire ça. Aller rassembler les gens pour aller les vendre. Je ne suis pas un commerçant politicien, je ne suis même pas un politicien. Et encore moins un politicard. Je n'ai jamais fait de la politique au Mali, je n'ai jamais été dans un parti politique au Mali, je n'ai jamais été à une réunion politique au Mali. J'observe, j'analyse, je suis politologue et j'observe et je sais comment ça se passe. Est-ce que je serai candidat en 2018? Nous sommes en train de faire la concertation. Et bientôt, la confidence que je vais vous faire, c'est que nous allons rassembler une concertation des corporations. Parce que nous allons finir bientôt la concertation à l'intérieur du pays. Et notre processus, c'est de faire la concertation maintenant avec les syndicats, la concertation avec les jeunes leaders, la concertation avec les femmes leaders, la concertation avec les sages, c'est-à-dire les religieux et les traditionnalistes. Et nous allons faire toutes ces concertations. Parce que vous savez, on ne peut pas faire le Mali sans les jeunes. Et comme on ne peut pas rassembler tous les jeunes maliens,
il n'y a pas de place pour ça. Nous allons faire appel à des jeunes leaders pour venir les écouter. Ils sont les porte-parole de la jeunesse malienne. La question qu'on va poser, elle est très simple. Qu'est-ce qui ne va pas au Mali et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Et nous allons faire la même chose avec les femmes. Nous allons faire la même chose avec les syndicats. On va faire la même chose avec les sages. Oui. Et quand nous finissons tout cela, oui, nous allons rassembler toutes ces idées et faire un projet de société. Et ce projet de société permettra à chaque Malien, à chaque corporation de se retrouver. Parce qu'il ne s'agit pas que Clément va faire le Mali ou Clément va diriger le Mali. Clément ne peut pas diriger le Mali. C'est les Maliens qui peuvent diriger le Mali. Et je vous le dis en toute sincérité, que je ne serai pas le président du Mali. Oui. Je serai le président des Maliens, parce que les Maliens seront leurs propres présidents. Il faut donner aux Maliens ce qui appartient aux Maliens. Alors, est-ce que je serai candidat pour vous répondre très directement? Oui. Si je vous dis aujourd'hui que oui, je serai candidat, je vais vous mentir parce que nous devons faire une concertation interne. Si je vous dis non, je ne serai pas candidat, je vais vous mentir parce que si vous voyez dans quelques semaines que je suis candidat, déclaré candidat, je vais vous mentir. Nous sommes en concertation interne, on est en pleine préparation, mais une chose est claire, que j'annonce très officiellement, nous irons aux élections 2018. Il y a une possibilité que M. Clément Dambélé soit candidat pour les présidentielles de 2018. Oui, c'est une possibilité, c'est une hypothèse, c'est une possibilité à prendre très au sérieux. Pas de problème. Merci. Bien. Quelle analyse faites-vous des 4 ans de gouvernance du président Ibeka? Vous savez, Ibeka nous a rendu un grand service. Moi je l'apprécie. Hein. Ah bon? Oui, je l'apprécie. Parce que finalement, je me dis, il faut que nous aimions quand même Ibeka. Il le faut. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Parce que grâce à Ibeka, on a compris que certains peuvent aller à l'Assemblée nationale du Mali et mentir dans la maison sacrée de la République devant tous les Maliens. Ah bon? Oui. Et on sait aussi qu'on n'a pas besoin d'aller habiter à Koulouba, qu'on peut aller habiter quelque part et même toucher des loyers. Et que grâce à Ibeka, nous avons compris qu'il y a des gens dans ce pays qui peuvent regarder le peuple dans les yeux et mentir. Que les jeunes ont compris que le Mali n'appartient pas à une vieille génération cadavérisante qui a pris le pays en otage pendant des années. Que le mensonge est arrivé au sommet de son évolution et que les jeunes veulent casser avec cette évidence établie. Pour cela, il faut lui rendre service. Il nous a permis de nous réveiller. Parce qu'on pensait qu'il y avait encore un petit fond. Et on a compris qu'on a vraiment touché le fond. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Il faut qu'on se réveille. Oui, mais ce que moi je veux savoir, et que le peuple d'ailleurs veut, selon vous réellement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché, c'est ce que je viens de vous dire. Ça nous a permis de nous éveiller. Mais ce qui n'a pas marché, c'est l'essentiel qui n'a pas marché pendant les 4 ans, ce sont ces promesses qui n'ont pas été tenues. Et c'est ce qui a poussé les gens à la révolte finalement. On a compris qu'il y a une pauvreté humaine dans la gestion de l'État. Mais nous avons aussi compris qu'il y a un déficit de communication. Ce qui a manqué, c'est cette stratégie de relation communicationnelle pendant 4 ans. Comment vous pouvez comprendre qu'au XXIe siècle, qu'on vienne dire aux gens, nous avons décidé de faire ça, vous acceptez. Comment vous pouvez dire aux jeunes, voilà votre destin, nous sommes en train de violer, voler, tromper. Nous sommes en train de vous trébucher dans la boue de la déchéance. Et que vous devez accepter cela au XXIe siècle. Comment vous pouvez imaginer qu'on peut penser que ces jeunes qui ont 25-30 ans aujourd'hui sont de la génération des années 60, des années 90. On a oublié que ces jeunes-là n'appartiennent pas à la révolution qui a renversé Moussa Traoré. Ils sont nés après, où ils étaient vraiment tout petits. Ils n'ont pas participé. Ils appartiennent à la révolution des consciences et non à la révolution qui a servi à brûler, à celle qui a servi à tuer. La révolution qui a servi à renverser, ce n'est pas cette génération aujourd'hui qui va renverser un régime. Cette génération est là pour pousser les régimes à se rendre compte de cette évidence qui est l'essentiel qu'on doit donner à un peuple. La vérité. La vérité. Ça, on n'a pas encore compris. Parce que celui qui n'aura pas compris cela fera pire qu'Ibeka. Parce que les Maliens, 77% de la population est de 18-35 ans. C'est 77% de la population. Donc 83% est en chômage. Parce que les chiffres qu'on vous donne, 12% de chômeurs des jeunes, c'est faux. C'est les chiffres à l'envers. Ah oui, quand on prend l'informel, et quand on dit à l'informel qu'on ajoute au formel, on arrive à 88% des gens qui travaillent. Mais quand on prend le critère même de l'emploi, on arrive à 83% de chômeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait bien le calcul,
quelqu'un qui travaille, dont le travail n'est pas rassuré, dont il ne peut pas avoir la retraite, il ne peut pas avoir une couverture maladie, il ne peut pas se prendre en charge. C'est-à-dire ce qu'on appelle en management du travail, la conscience en soi et pour soi, c'est-à-dire que cette personne est considérée comme étant dans la précarité. On ne peut pas le compter comme étant quelqu'un qui n'est pas dans le chômage. Et en faisant ces calculs, on arrive à 83% des jeunes Maliens de 18 à 35 ans qui ne travaillent pas. L'université malienne produit chaque année 17 000 diplômés en moyenne. Il n'y a que 3% d'emplois. Ce sont anthropologie, sciences juridiques, sciences de l'éducation, géographie, littérature, etc., etc. Tout le monde sait que quand le jeune Malien, quand il va à l'université, les études qu'il va faire, il va chômer après. On produit, on fabrique des chômeurs dans ces pays. Et la couche intermédiaire qui constitue ces jeunes, qui doit prendre en charge les plus âgés et qui doit prendre en charge les plus petits, cette couche intermédiaire est frappée par la misère. Que l'État malien même participe à ces crimes contre l'humanité des jeunes Maliens en refusant d'ouvrir des universités dans les régions, parce que dès que vous avez le baccalauréat, vous êtes obligé de quitter votre milieu naturel, de quitter vos parents, de venir à Bamako pour vous installer. Allez-y faire un tour sur la colline de la misère, qu'on appelle la colline du sauvage. C'est la colline de la misère, les conditions les plus lamentables. À l'université du Mali, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de plan de carrière pour les enseignants. On accuse les enseignants en disant, mais ils sont nuls, ils n'enseignent pas bien. Comment vous voulez que quelqu'un qui enseigne, que lui-même n'est pas accompagné, n'est pas formé? Les élèves ne sont pas formés. Aujourd'hui, nous sommes en phase de cette démographie montante, qui sera ingérable dans quelques années. Mais dans le même pays, 352 milliards volés entre 2013 et 2017. C'est ça la justice sociale. C'est ça qui ne passe pas. Voilà les déficits pendant 4 ans de la gestion. Que 2014 était l'année de la lutte contre la corruption. C'est l'année qui a battu le record de la corruption au Mali. Cette forme de schizophrénie, de folie mentale dans la gestion est indigestive dans la compréhension de toute mentalité qui se lisse. C'est-à-dire que quand tu as le minimum de neurones, juste 2 neurones dans ta tête, sur les 3 milliards, si tu as juste 2 neurones, ça ne peut pas passer. Tu ne peux pas digérer ça. Et c'est ça la révolte aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Maliens n'aiment pas le Mali. Les Maliens aiment très bien le Mali. D'ailleurs, le Malien aime le Mali plus que tous les autres peuples qui aiment leur pays. Mais le Malien ne fait plus confiance en son pays. Le Malien ne fait plus confiance à l'État. Parce que quand vous avez faim, madame, la main qui reçoit toujours en bas. L'oreille qui, là où le ventre est rempli, l'oreille entend. Je vais vous parler de notre problème de lutte contre le terrorisme. Si vous me permettez juste une parenthèse. La lutte contre le terrorisme et le djihadisme. On dit, mais il faut envoyer les jeunes se faire tuer au nord du Mali, au centre du Mali. Il faut qu'on arrête de prendre des jeunes. Parce que le seul endroit où on peut recruter facilement aujourd'hui, où tu veux échapper au chômage, c'est d'aller à la fournaise, dans l'armée. Tu vas dans l'armée, on te recrute facilement parce qu'on sait qu'après on va t'envoyer dans le désert, on va t'envoyer au centre du Mali pour te faire tuer. Moi je propose qu'on arrête de faire tuer les gens. Qu'on se mette ensemble, qu'on se dise la vérité. Qu'on se regarde dans les yeux pour dire écoutez, ce n'est pas la solution. La solution elle est très simple. Donnez du travail aux jeunes. Faites des infrastructures. Et réformer notre éducation en rapport avec l'emploi. Il faut amener l'énergie renouvelable. L'un des pays les plus chauds au monde, c'est le Mali. 30 degrés en moyenne annuelle. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Je ne parle pas de la fameuse centrale solaire qu'ils sont en train de faire. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'un crédit de transition énergétique, qu'on appelle le fameux CTE, qui n'existe pas au Mali aujourd'hui. Je parle d'une agriculture intensive et écologique, basée sur le CAD, le Crédit agricole de développement. On peut le faire dans ces pays. Et je vous assure que ça coûte 0 francs à l'État malien. Et ça permettra de donner l'électricité à chaque Malien. Et je le dis parce que j'attends qu'un jour, qu'il y ait un vrai débat d'idées dans ces pays. Que tous ceux qui veulent devenir président de ces pays, que tous ceux qui veulent faire quelque chose dans ces pays, qu'on nous rassemble tous. Et d'ailleurs, je propose ça, je profite pour lancer cet appel, que ceux qui veulent être candidats ou ceux qui veulent diriger le Mali, de 2018 à 2023, ben, qu'on se retrouve tous au stade du 26 mars, au milieu du terrain. On s'asseye de 8h à 17h et le stade sera gratuit, l'accès est gratuit, rempli de 70 000 personnes. On mettra même des haut-parleurs à l'extérieur pour que ceux qui ne rentrent pas puissent écouter. On va inviter toutes les chaînes, même Activiste TV. Tout le monde viendra nous filmer, nous écouter et retranscrire la presse écrite, la presse internationale, les télévisions, etc. Que chacun dise qu'est-ce qu'il peut faire pour le Mali. On va poser 5 questions.
qu'on appelle what, who, when, where, why. Qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Où est-ce que tu vas le faire? Et pourquoi tu vas le faire? Bon, moi, je le dis souvent que je peux donner de l'électricité à tous les Maliens. Et que ça ne coûte rien à l'État malien. Je ne veux pas endetter les Mali. Je ne veux pas aller chercher les crédits pour surendetter le Malien. Et que je ne veux pas prendre l'argent de la caisse de l'État pour donner l'électricité aux gens. Que je peux même éclairer dans la forêt. Mais ces jours-là, je dirai devant tous les peuples maliens comment je procède. La solution est la plus simple. Comme je dis que je peux créer l'emploi aux jeunes Maliens, on me posera la question et je dirai. Et je veux que tout le monde, tous les candidats qui sont sérieux, qui veulent parler au peuple malien, avant même l'ouverture de la campagne, qu'on vienne tous parler devant le peuple malien, en bambara, par excellence, pour que tout le monde puisse entendre et comprendre qu'est-ce qu'on propose. Et ça, vous allez voir la différence entre les gens. Bien compris, Monsieur Clément. Alors, espérons que le face-à-face dont vous parlez puisse se réaliser. Je l'espère. Alors, en janvier 2018, il y a eu beaucoup de victimes civiles ainsi que militaires dans différentes attaques un peu partout à travers le pays. Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir la paix malgré la signature de l'accord de paix? Parce que le problème, c'est à Bamako ici. Parce que ça arrange certains dirigeants de ces pays que le Mali soit instable. Il faut qu'on cesse de penser le bouc émissaire, ce qu'on appelle la théorie de Todorov en sens politique, le bouc émissaire ailleurs. On nous oriente ailleurs pour dire que le problème c'est ailleurs, c'est d'autres pays, etc. Non, le problème c'est ici. Quand l'incompétence frôle avec la démagogie, la gestion de l'État est laissée pour compte. Le problème c'est ici. Quand tu ne peux pas gérer ton peuple, tu l'abandonnes. Et ça sème la violence. Quelqu'un qui a faim, qui n'est pas soigné, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne croit plus à l'État. Vous savez, quand on va voir ces gens-là, moi j'ai sillonné 12 800 km. J'ai parcouru 187 villages au Mali. J'ai rencontré 27 000 personnes. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais appelé Nadira Yorosu. Et on a fini la concertation, on partait, il y a une jeune fille qui m'interpelle, qui me dit que son papa voulait me voir. J'ai dit pourquoi? Il me dit, mais parce que mon père est malade. J'ai dit, mais moi je ne suis pas médecin. Il me dit, oui, je sais, mais il veut te voir. Donc je viens voir le vieux, et le vieux me dit qu'il est malade depuis 3 mois. Il ne peut pas se soigner. C'est une ordonnance de 8 000 francs, ça me marquera toute ma vie. 8 000 francs CFA. Pendant 3 mois, ce vieux est couché, il ne peut pas se soigner, il n'y a pas de médicaments. Finalement, je demande à mon protocole de changer l'itinéraire, le chemin pour qu'on amène. On fait 15 km, écoutez bien, 15 km, 2h30, parce qu'il n'y a pas de route. Et quand on arrive au dispensaire, au point de santé, le plus proche, le médecin est en train de prendre du thé, et je lui demande pourquoi il ne soigne pas. Il dit parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien ici. J'ai été à Bamako, on ne m'a même pas reçu. Ça se passe au Mali en 2018. Nous sommes dans le Mali de 2018. C'est étonnant en tout cas. Et finalement, pour trouver le médicament, on a été au Burkina. On a franchi la frontière pour aller chercher le médicament, pour mettre le vieux sous perfusion. Et quand j'arrive à Bamako, sa fille m'appelle pour me dire que le vieux est décédé. Voilà pourquoi je me révolte, parce qu'on meurt au Mali ici aujourd'hui encore. Pour 8 000 francs CFA, on ne peut pas se soigner et on vole 352 milliards. Il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de prison. Comment vous voulez que les gens croient à ces gens-là? Et après, quand les djihadistes, les touristes, je ne suis pas en train de cautionner, viennent voir des gens qui sont abandonnés comme ça, pour leur donner juste un peu d'espoir, pour leur dire, regardez, on vous a abandonné, et regardez, il n'y a pas de justice, nous on va vous rendre justice, on vous aime, on vous donne à manger, et regarde ton père et ta mère, ils sont en train de mourir, viens avec moi, prends le fusil, ce sont tes ennemis, il faut les tirer dessus. Nos militaires sont des victimes prises au piège. Ils doivent défendre l'intégrité territoriale d'un État qui est en abandon par les dirigeants. Il faut résoudre cette équation-là. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de sécurité tant qu'il n'y a pas de justice sociale. Il ne peut pas avoir de sécurité au Mali tant qu'il n'y a pas la lutte contre le chômage. Il n'y a pas de sécurité dans un pays tant qu'il n'y a pas la lutte contre la corruption. Notre système de gestion administrative et financière doit passer par l'informatisation. Et tout le monde sait ça. Il ne s'agit pas d'inventer des lois. On a trop de lois contre la corruption. Il s'agit de l'application effective de ces lois aujourd'hui parce que les dirigeants eux-mêmes sont des premiers corrompus et que les partis politiques au Mali participent à cela. Donc, et on ne veut pas qu'on nous dise cette vérité-là. Parce que quand vous êtes ministre, demain, quand vous êtes dans un parti politique et vous êtes ministre, oui, vous savez combien vous cotisez? Il y a des partis politiques, vous devez cotiser tous les mois 3 millions de francs CFA. Alors qu'un ministre touche 800 000 francs CFA. Comment vous allez trouver 3 millions à donner alors que vous-même vous touchez 800 000 francs? Ça veut dire que vous allez piquer dans la caisse et vous donnez de l'argent à votre parti politique.
Et ces partis politiques crient au scandale contre la corruption. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose dans ça? Et quand vous êtes député, vous devez donner 1,5 million. Je vous donne des bons chiffres, hein, de vrais montants. Alors qu'il y a un député, quand vous avez ça, vous devez vous entretenir, vous devez mettre... C'est pourquoi la plupart de nos députés, quand ils ont les macarons, ils passent tout leur temps dans les départements, dans les coulisses des ministères en train de chercher des marchés, ce sont des commerçants. Ils sont obligés de nourrir la bête, le monstre politique au Mali, ils sont obligés de lui donner, c'est comme des vampires. Plus tu lui donnes du sang, plus il en a besoin, plus tu lui donnes, plus il en a besoin. C'est pièce sans fin. Et quand on dit que ces partis politiques-là sont les premiers corrompus dans ces pays, que les partis politiques ne font pas la solution de ces pays, que la politique politicienne, depuis 27 ans, n'est pas la solution du Mali. S'ils avaient la solution de ces pays, on ne serait pas dans cette situation. S'ils pouvaient régler le problème du Mali, on ne serait pas dans cette situation-là. On s'énerve, on se fâche, en disant que nous ne disons pas la vérité. Mais c'est ça la vérité. Sinon, on nous démontre une autre vérité. Ils sont les premiers corrompus, ils entretiennent la corruption, on te met sur la liste juste pour que tu sois député au Mali. Ce n'est pas un jeune diplômé sans emploi. C'est parce que tu as des millions que celui qui donne le plus offrant, celui qui donne le plus devient député. À ce moment, c'est la maximalisation du profit. Je ne vous apprends pas un cours en comptabilité ou en économie. Quand tu investis, tu attends les retours sur l'investissement. Quand tu as dépensé beaucoup, tu attends les retours. Quand un député a donné 50 millions pour qu'il soit député, il faut un changement total pour que ça puisse arriver. Depuis plusieurs années, l'école malienne est malade. Avec des grèves intempestives, des violences en milieu scolaire. Qu'est-ce qui explique ces grèves selon vous? Il y a déjà 3 choses pour l'école malienne. Vous savez, l'école malienne, elle est malade à 3 niveaux. Oui. Le premier niveau de problème de l'école malienne, c'est dans son orientation pédagogique. Oui. Nous avons un système qui est complètement dépassé. On n'ose pas le dire, mais il faut qu'on le dise maintenant. Oui. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, on ne va plus gérer le Mali sur le plan politicien, il faut gérer le Mali sur le plan de la sincérité. Dans ces cas-là, oui, ça veut dire que le système pédagogique est très mauvais. Sur 2 plans. La forme même qu'on appelle l'orientation pédagogique, elle est mal faite parce qu'elle n'est pas en phase, en adéquation avec le cadre d'emploi. Il faut aujourd'hui inviter les entreprises, les privés à l'école. Il faut les inviter à rentrer dans l'école malienne. Il faut les écouter. Demandez à tous ces chefs d'entreprise, à tous ces patrons, pourquoi vous n'embauchez pas nos jeunes? Pourquoi nous formons des jeunes, on leur donne les diplômes, vous ne les embauchez pas? Pourquoi vous prenez des étrangers au Mali? Je ne suis pas contre les étrangers, même si je me vais dire être très nationaliste. Oui. Mais pourquoi un jeune Ivoirien, un jeune Benoît à 25 ans, il vient et que nous, on a des milliers de jeunes qui sont là, qui ont fait à peu près la même formation. Ils ont fait tous les 2 management. Pourquoi vous ne prenez pas les Maliens? Ils vont nous dire, mais vous formez des chômeurs parce que vous formez des gens dont nous, on n'a pas besoin. Nous, on a besoin de tel ou tel profil, de telle compétence. Les anciens vont répondre en disant, nous, on peut former telle ou telle compétence, tel ou tel profil professionnel, mais à condition qu'on obtienne ça. Et là, l'État intervient pour dire, on vous donne les moyens. Et derrière, l'État favorise la création d'emplois. Oui. Mais la création d'emplois, je ne parle pas de happy. Hein. Oui. Quand je dis faciliter la création d'emplois, ce n'est pas de dire que tu ne payes pas d'impôts. Non, non. Je veux simplement dire que lorsque tu payes, tu acceptes d'employer dans une usine 1000 jeunes diplômés sans emploi ou déscolarisés ou non diplômés au Mali, l'État permet d'avoir une politique de défiscalisation. Notre fiscalisation aujourd'hui est de 36% les impôts, mais nous allons passer de 36 à 10% si tu acceptes d'embaucher 70% de la main-d'œuvre ouvrière dans ton usine. Pour ceux qui sont à l'étranger, si tu acceptes de venir, on va faire une cartographie économique et industrielle au Mali, quand on te demande d'aller t'installer. Si tu t'installes à Bamako, tu payes les impôts à 100% et la TVA, mais si tu t'installes dans une région, 25%, dans le cercle, 45%, mais quand tu vas dans un village sur la carte qu'on t'a proposé, tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas de TVA, tu ne payes rien pendant 5 ans. Mais tu signes avec l'État que tu restes au Mali pendant 25 ans. Et tu emploies 70% de la main-d'œuvre ouvrière, les chefs d'équipe 50% et les cadres 30%. Et tu t'engages à faire ce qu'on appelle le développement local. Et en contrepartie, tout ce que tu vas payer, c'est un fonds de garantie sécuritaire pour qu'on puisse sécuriser. Parce que les riches ne viennent que pour 2 choses. Un riche ne vient que lorsqu'il gagne, un riche ne vient lorsqu'il a la garantie, la sécurité de son investissement. On va les sécuriser pour ça et on va permettre aux gens de venir au Mali. Et ils vont créer leur compte au Mali, ils vont embaucher les jeunes Maliens et l'économie va tourner. C'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Et que doit la part des étudiants dans ça?
La part des étudiants, c'est parce qu'il y a très peu de civils. Vous savez, il faut dépolitiser l'école malienne. Il faut dépolitiser. Et je lance un appel à ces jeunes à qui on donne des 4-4 là. Je prends le cas de l'AEM. Oui. Il faut que l'AEM comprenne aujourd'hui qu'elle joue un grand rôle dans la construction ou de la déconstruction de l'école. Que l'AEM comprenne que son avenir dépend de l'avenir de l'école malienne. Que si aujourd'hui on parle mal de l'AEM, c'est parce que tout simplement, l'AEM elle-même n'arrive pas à relever l'école malienne. C'est elle qui peut sauver l'école malienne aujourd'hui. L'AEM, l'association des élèves et étudiants du Mali, peut sauver l'école malienne aujourd'hui. En faisant quoi? Il faut d'abord que l'AEM change son image dans sa gestion, dans son comportement, dans sa rédaction. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'AEM mette en place? D'ailleurs, moi je vais proposer ça à l'AEM, c'est de mettre en place, par exemple, ce qu'on appelle le soutien scolaire, le système de tutorat. Quelqu'un, par exemple, quand tu es en 11e année, tu peux former quelqu'un qui est en 10e année. Quand tu es en 10e année, tu peux former quelqu'un qui est en 9e. Mais tu choisis une seule personne, ce n'est pas le soutien scolaire. Mais tu choisis quelqu'un qui n'est pas fort en mathématiques, toi tu es fort en mathématiques, tu deviens son tuteur. Et l'AEM va garantir ça. Qu'est-ce qui empêche l'AEM de dire, mais nous allons faire une opération de peinture des écoles. Nous allons retaper les tableaux bancs. Nous allons faire une tournée de concertation citoyenne pour parler aux étudiants maliens, leurs droits, leurs devoirs. Vous savez, ça va changer beaucoup l'image de cette association. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est devenu une association manipulée, une association politisée. Alors que cette association a le devoir et le droit de changer l'école malienne. Il faut dépolitiser l'école malienne. Il faut que l'État assume sa responsabilité dans son interventionnisme. Parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a aussi des hommes politiques de l'opposition qui, de temps en temps, quand on veut perturber l'école, on donne un peu d'argent, on envoie des gens avec des machettes et on perturbe l'école parce que, pour dire que voilà, l'État ne fout rien. Et quand l'État même ne veut pas qu'il y ait la quiétude à l'école, l'État paye. En fait, il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui vivent que de ça. Et ça, au détriment des milliers de jeunes qui sont des victimes, qui ne demandent rien du tout. Assez complet. Selon, qu'est-ce qui motive votre croyance à la jeunesse malienne, qui est plus souvent qualifiée d'irresponsable, d'indifférent et d'inexpérimenté? Vous savez ça fait 40 ans qu'on ment aux jeunes maliens. C'est plus facile de dire que les jeunes maliens ne sont pas compétents, les jeunes maliens ils ne savent rien faire, les jeunes maliens ce sont des délinquants. Ça c'est facile. Tout le monde peut condamner, tout le monde peut critiquer. Ah oui, c'est facile de dire que oui, mais les jeunes là ils foutent rien. Quand bien même que ceux qui disent, ceux qui n'ont rien foutu déjà. Donc qu'est-ce qui motive votre croyance? Ce qui me motive parce que je sais que cette jeunesse elle est plus intelligente, c'est la génération la plus intelligente. Okay. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Quand je faisais ma thèse, je lisais beaucoup Aristote. Aristote avait inventé un mythe, qui est le mythe de l'homme à deux têtes. Que Hollywood, le cinéma américain a repris. On voit dans les films un serpent à plusieurs têtes, on voit des hommes à plusieurs têtes. Tu coupes une tête, il y a une autre tête qui sort. Aristote disait qu'il viendra un jour sur la terre que l'homme va avoir deux têtes. Un jour, j'étais en train d'observer, j'étais à la gare de l'Est à Paris. Je regardais des gens, tout le monde avait le téléphone portable dans la main. Et je lisais ce passage d'Aristote. Et à un moment, je regarde les gens, je me dis, voilà, Aristote n'a pas vu ça. J'ai la chance, moi, Clément, de voir ça. Ces jeunes ont deux têtes. Vous avez deux têtes. Vous êtes la génération la plus interactive. Quand vous êtes sur Viber, sur WhatsApp, vous êtes 200 à causer en même temps. Mais vous ne vous voyez pas. Certains sont à Sikasso, certains sont à Kaya, à Ségou. Voilà, Activiste TV, vous informez. Parce que votre information, c'est aussi la formation. Et la formation que vous donnez à partir de l'information, c'est aussi une forme de sensibilisation. Et cette sensibilisation donne naissance à la mobilisation. Et c'est ça, être un acteur. Et vous êtes la première génération à faire ça au Mali. Quand on dit que vous êtes des feignants, que vous ne faites rien, que nous sommes irresponsables, que vous êtes irresponsables, c'est parce qu'on ne vous a pas compris dans l'essentiel, qui est que vous êtes la génération qui n'est pas en phase avec l'imprimerie, mais la génération numérique. Il faut qu'on vous comprenne dans votre culture intellectuelle. Il faut qu'on vous comprenne dans votre réactivité. Quand un jeune Malien qui a faim, un jeune Malien qui a soif, un jeune Malien qui loge dans un petit appartement,
et qui est harcelé par les huissiers, parce qu'il ne travaille pas, parce qu'il passe toute la journée à déposer les CV. Même un simple stage, il n'arrive pas à avoir. Quand tu l'appelles, tu le filmes, tu le montres à la télé, tu lui donnes 3 millions. Quand tu as fait, on te donne 3 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le manger. Après, on t'accuse de responsabilité. Non. Moi, je propose qu'on accompagne ces jeunes-là, qu'on les forme. Qu'on va vers eux. Et qu'on les sensibilise, et qu'on essaie de les comprendre. Parce que ceux qui disent qu'ils sont irresponsables, c'est eux ceux-là même qui cachent leurs lacunes, leurs incompétences, pour dire que ces jeunes ne savent rien faire quand les jeunes sont mal encadrés par des gens qui ne savent rien faire. Donc la jeunesse malienne n'est ni irresponsable, ni indifférent, ni inexpérimentée. Non. Juste, on doit aller vers eux, essayer de comprendre leurs problèmes. De toute façon, on ne fera pas le Mali sans les jeunes. Sans les jeunes. C'est impossible. Aucune équation, on ne peut pas résoudre une équation sans passer par les vecteurs jeunes. C'est impossible. Et celui qui prendra le risque de le faire, je ne pense pas qu'il aura le temps de prendre un bateau pour aller en Guinée. Compris, merci bien. Quel est votre message à l'égard du peuple malien au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de dire aux Maliens que dans 7 mois, le monde va nous regarder. Dans 7 mois. Dans 7 mois. Dans 7 petits mois, le monde saura si nous avons compris que le temps est venu pour le changement. Dans 7 petits mois, le monde va mesurer notre maturité. Dans 7 petits mois, le monde va savoir si les Maliens ont compris qu'ils ne veulent plus être gérés par les mêmes vieilles recettes qu'on les propose tout le temps. Nous avons assez souffert. C'est un peuple qui ne mérite pas le mensonge. C'est un peuple qui ne mérite pas la démagogie, la corruption. Le Mali aujourd'hui, on doit savoir que c'est comme notre maman, notre mère. Quand une maman elle est souffrante, elle est malade, on arrête nos disparités politiciennes, on arrête nos divisions idéologiques, nos intérêts personnels. On s'occupe d'abord de la maman. Quand elle sera guérie, quand elle sera remise sur les pieds, nous allons continuer à faire ce que nous faisons. Le Mali aujourd'hui a besoin de la vérité, de la proposition concrète. Et si j'appelle chaque acteur, que ce soit la société civile, la société politique, les bonnes volontés, que nous nous mettions tous ensemble, au-delà de la vision politique, au-delà des partis politiques, au-delà de nos ambitions, que ceux qui veulent courir derrière Koulouba, au lieu de courir derrière Koulouba, il faut courir d'abord derrière les Maliens, derrière le peuple malien, parce qu'on ne fera pas le Mali sans les Maliens. Il faut qu'on comprenne cela et qu'on bâtisse ensemble le pays. Mais quand je dis ça hier auprès d'un de vos collègues qui a pensé que je fais appel à la candidature unique, dont je suis contre, parce que je trouve que la candidature unique c'est encore un piège pour qu'on puisse se partager les gâteaux après, parce que tous ceux qui vont venir vont dire bon, moi je viens pour la candidature unique, mais tu me donnes combien, tu me donnes combien de ministère, tu me donnes quoi, etc. C'est comme ça que ça va se passer. On sait très bien. Donc ils vont se partager les postes entre eux pour dire qu'on va lutter contre Ibeka. C'est bien de lutter contre Ibeka, je ne suis pas contre. Mais quand on va lutter contre Ibeka et qu'on se rassemble, il faut que les conditions soient claires et transparentes. Mais ceux qui chantent beaucoup ça, quand tu les écoutes très bien, c'est parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont légitimement le candidat unique qu'on a présenté. Aujourd'hui, il faut donner aux Maliens un chef d'État qui est au-dessus des mêlées. Quelqu'un qui ne vient pas pour le règlement des comptes. Quelqu'un qui n'a pas géré ce pays pendant 25 ans. Ils ont été tout dans ce pays, madame. Ils ont été ministres, ils ont été députés, ils ont été à la tête des institutions, ils ont été présidents. S'ils avaient la solution de ce pays, ce n'est pas en 5 ans. Depuis 27 ans, ils étaient là. Ils allaient régler le problème du Mali. On est l'un des pays le plus en chaos. Et ils étaient là. Ils étaient où? Ils étaient là, ces mêmes gens-là. Et ils nous demandent de leur donner 5 ans qui vont faire la magie pour sortir d'un coup le Mali du... Non. Ils n'ont pas fait avant. Ils ne le feront pas aujourd'hui et demain ils ne le feront pas. On peut leur donner encore 20 ans, le problème ne sera pas réglé. Tout simplement. Parce qu'ils sont en rupture de stock de propositions concrètes pour les Maliens. Et cette année, je veux que le débat soit un débat d'idées. Parce qu'en 3 semaines, les gens n'auront pas le temps d'écouter tout le monde, le temps d'écouter, de décortiquer le projet de société, de comprendre qui veut quoi vraiment de ces pays. Quelle est ta solution? Est-ce qu'on doit te suivre ou pas? En 3 semaines de campagne, les Maliens seront pris encore dans le piège, on n'aura pas le temps. Je veux qu'on fasse tous ces débats avant qu'on ouvre la campagne. Et je propose le stade du 26 mars. Que toutes les radios locales des régions, des communes rurales, que tout le monde vienne à Bamako pour écouter tout le monde.
qu'après ces vrais débats de société, ces vrais débats de face à face, on ira à la campagne. Et vous allez voir, et je lance, et j'attends que quelqu'un me réponde pour qu'on se retrouve le 26 mars. Il a dit, M. Clément Dambélé, qu'il veut un face-à-face pour les élections présidentielles. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Ainsi prend fin cette émission. À la prochaine.